Nouvelle attaque au couteau ce matin, un Israélien légèrement blessé, mais on a sans doute évité une tragédie car les deux terroristes ont d'abord tenté de monter dans un bus scolaire. Ils ont ensuite été abattus. Une opération d'envergure en Irak avec la libération de 70 otages kurdes dans une prison de Daesh. Des forces spéciales américaines ont participé au raid et un premier Américain a d'ailleurs été tué, le premier depuis le début de l'engagement américain contre l'EI. Air France confirme aujourd'hui la suppression de 1000 postes dès l'an prochain. Réunion tendue tout à l'heure, direction syndicat après les incidents qui s'étaient produits le 5 octobre dernier. 2900 postes au total devraient disparaître dans les années qui viennent. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir et tout d'abord donc la situation sécuritaire en Israël. On a peut-être évité une attaque dramatique aujourd'hui dans la localité de Beth Shemesh, tout près de Jérusalem. 2 terroristes munis de couteaux ont été abattus après avoir poignardé un jeune homme, mais ils avaient d'abord tenté de monter dans un bus scolaire. Reportage Mathias Inbar. Une matinée pas comme les autres dans ce quartier de Beth Shemesh, à l'ouest de Jérusalem, composé en majorité par des juifs ultra-orthodoxes. C'est ici que 2 terroristes palestiniens ont commis un attentat au couteau. Ils ont tenté de monter dans un bus, mais y ont été repoussés par les passagers de cette ligne 19. Ils ont alors pris la fuite, toujours armés de leurs couteaux, ont poignardé un passant avant d'être neutralisés par des forces de police. Tzvi, témoin de la scène depuis son balcon, se souvient. Il se dit toujours en état de choc. J'ai entendu des coups de feu, je suis sorti sur le balcon et j'ai vu 2 terroristes au sol. Ils ont été neutralisés après avoir poignardé mon voisin d'au-dessus. Les forces de sécurité sont arrivées trop tard après avoir été prévenues de la présence de gens suspicieux. Si l'attentat avait eu lieu au moment où nous avons appelé la police, le scénario aurait été catastrophique. Et voici ce que portait l'un des 2 terroristes. Un t-shirt à l'effigie des Ezedim El-Qassam, branche armée du Hamas. Le deuxième est un ancien prisonnier jugé pour activité terroriste. Selon la police, il s'agirait de 2 Palestiniens originaires de la région de Hébron, rentrés illégalement en Israël en tant qu'ouvriers du bâtiment. L'un des témoins nous a raconté que les 2 terroristes ont attendu ici pendant 40 minutes. L'un d'entre eux tremblait de la sorte avant de prendre la fuite et de poignarder un passant, et ce, à quelques mètres d'une synagogue. Ils ont essayé de monter dans le bus, mais n'y sont pas arrivés. Ils ont ensuite pensé qu'ils pouvaient rentrer dans la synagogue. À cette heure-ci, il y avait plusieurs centaines de fidèles. C'est un miracle qu'ils n'aient pas pu rentrer dans la synagogue. Il n'y a pas de barrage à l'entrée du quartier. C'est assez isolé du centre. Nous sommes à une dizaine de kilomètres du mont Hébron, et c'est très facile pour eux d'arriver ici. Il y a plusieurs jardins d'enfants autour de la scène de l'attaque. Quelques heures après cet attentat, plus de patrouilles policières sillonnent ainsi les rues de la ville. Pas suffisant pour rassurer les habitants du quartier. Il y aurait ici plusieurs centaines de travailleurs illégaux. Et on signale également ce soir des incidents de nouveau à la frontière avec Gaza. 4 Palestiniens au moins ont été blessés après avoir tenté de franchir la fameuse clôture de sécurité, tir de l'armée israélienne. On va maintenant se rendre dans le Gush Etzion où se trouve notre envoyé spécial Léa Berdugo. Bonsoir Léa. Alors avec vous un bilan de cette journée marquée donc par de nouvelles attaques. Oui, on l'a entendu, de nouvelles attaques se sont déroulées, que ce soit à Beth Shemesh, à l'ouest de Jérusalem, où le récit de cette attaque a été fait. Donc 2 Palestiniens sont entrés dans un bus. La population a eu peur d'eux. Ils sont alors sortis. Ils ont tenté de poignarder un homme et donc du coup ils ont été abattus par la police. Ils ont été neutralisés par la police. L'un a été tué, l'autre a été grièvement blessé. Autre incident à relever du côté de Hébron où un homme a tenté de poignarder un soldat. Il n'y est pas arrivé, il s'est alors enfui. Il aurait tenté de poignarder une autre femme, toujours selon la police. Le soldat s'est mis à courir derrière lui. Il a fait alors un tir de sommation ayant peur de blesser la femme. Le Palestinien ou l'homme se serait enfui.
Alors Léa, vous étiez à Jérusalem tout à l'heure, vous êtes à présent donc dans le Gush Etzion, 2 points évidemment très chauds en termes sécuritaires. Quelle est l'atmosphère ce soir ? Écoutez, la tension est toujours haute. On l'a vu tout à l'heure du côté de Jérusalem-Est. Le climat était à la suspicion que ce soit des Juifs qui passaient par là ou alors des Palestiniens qui résidaient à Jérusalem. Nous avons vu plusieurs Juifs escortés de plusieurs gardes de sécurité privés par peur d'attaque. Et ici également, nous nous trouvons donc dans le bloc d'implantation du Gush Etzion en Cisjordanie où les contrôles de Palestiniens par l'armée sont très fréquents. Nous avons pu parler au directeur, au président du conseil général de ce Gush Etzion et lui dit bien que malgré les attaques, les Juifs souhaitent rester ici. Je vous propose de l'écouter. On se dit toujours qu'on va rester fort et qu'on ne va pas tomber dans la peur. C'est important pour nous de ne pas changer nos habitudes, même si nous sommes évidemment prudents. Mais c'est ici que nous vivons. Le terrorisme a toujours existé dans le passé et il existera aussi dans le futur, car les Arabes ne veulent pas de nous ici. Non seulement en Judée-Samarie, mais dans tout Israël. Ils préféreraient nous jeter à la mer. Voilà, merci donc à Léa Berdugo en direct du Gush Etzion. Optimisme prudent, c'est le terme employé par John Kerry au sortir de son entrevue avec Netanyahou. C'était ce matin à Berlin. Les États-Unis demandent à présent des actes à la fois aux Israéliens et aux Palestiniens pour sortir de cette spirale de violence. Cyril Amar. Rencontre au sommet dans un grand hôtel de la capitale allemande. Objectif, trouver les moyens d'endiguer la vague de violence entre Israéliens et Palestiniens. Pour Binyamin Netanyahou, enrayer l'escalade passe inexorablement par l'arrêt de l'incitation à la haine, dont se rendraient coupables les Palestiniens. Il ne fait aucun doute que cette vague d'attentats est la conséquence directe de l'incitation à la violence. Celle du Hamas, celle du mouvement islamique en Israël et celle, je suis navré de devoir le dire, du président Abbas et de l'autorité palestinienne. Je crois qu'il est temps pour la communauté internationale de demander au président Abbas d'arrêter de répandre des mensonges à l'encontre d'Israël. Pour redonner de l'espoir, il faut mettre un terme au terrorisme. Et pour mettre un terme au terrorisme, il faut stopper l'incitation à la haine. Mais pour le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, il faut désormais dépasser les condamnations et la rhétorique et passer aux actes. Nous devons arrêter les incitations. Nous devons arrêter la violence. Je pense que c'est crucial. Cette conversation que nous avons, vous et moi, est très importante pour dépasser les condamnations, pour dépasser la rhétorique. Il est absolument crucial de mettre fin à toutes les incitations, de mettre un terme à toute la violence et de trouver une voie qui permette de construire potentiellement un processus plus large. Au bout de 4 heures d'entretien, le chef de la diplomatie américaine affiche un optimisme prudent. Je décrirais la conversation comme m'ayant donné une mesure d'optimisme prudent pour que dans les prochains jours, quelque chose puisse être mis sur la table. Sur la table, cette proposition de Binyamin Netanyahou exigeait des Jordaniens et des Palestiniens de publier une déclaration indiquant qu'Israël n'a jamais violé le statu quo sur l'esplanade sacrée. Des propositions que John Kerry devrait emmener vendredi dans ses bagages à Amman en Jordanie, où il doit rencontrer le roi Abdallah et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Après avoir rencontré les dirigeants israéliens et palestiniens, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, s'est quant à lui montré moins optimiste au vu du fossé grandissant entre les deux camps. En attendant, à Berlin, le grand ballet diplomatique s'est poursuivi ce jeudi. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a reçu séparément messieurs Kerry et Netanyahou, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne aux Affaires étrangères, Federica Mogherini. Alors, Dror Even Sapir, bonsoir. Optimisme prudent, c'est l'expression du jour. Comment faut-il l'interpréter ? Déjà, les objectifs de cette rencontre, de cette série de rencontres, en fait, de Binyamin Netanyahou à Berlin, puisqu'il s'est entretenu avec John Kerry, avec le chef de la diplomatie allemande Steinmeier, mais aussi avec la chef de la diplomatie européenne, Mme Mogherini, les objectifs étaient assez modestes. John Kerry a renoncé à son idée d'un sommet tripartite à Amman, en Jordanie, réunissant Mahmoud Abbas, Binyamin Netanyahou et le roi Abdallah de Jordanie. Objectif beaucoup plus modeste, il s'agit donc de faire baisser les tensions, et il est question d'idées constructives
qu'aurait avancé Benjamin Netanyahou au cours de cette rencontre avec John Kerry. On ne sait rien pour l'instant de la nature précise de ces idées. Alors où tout cela va-t-il nous mener précisément ? Écoutez, déjà il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères du Quartet international pour la paix au Proche-Orient, composé de l'Union européenne, de la Russie, des Nations unies et des États-Unis. Donc tout ce beau monde va se rencontrer demain à Vienne pour étudier les modalités d'une sortie de crise entre Israéliens et Palestiniens. Mais là c'est la diplomatie qui parle. Sur le terrain, on sait que les terroristes qui passent à l'acte eh bien, sont peu influencés par ce qui peut se dire dans les grandes chancelleries et sont influencés bien plus par les mensonges et les fantasmes que peuvent diffuser plusieurs courants, notamment plusieurs courants islamistes. Alors, quelles sont justement les propositions d'Israël ? Bien justement, pour tenter de sortir, si vous voulez, du tout diplomatique, les Israéliens considèrent, on a vu dans le reportage, que la Jordanie et l'autorité palestinienne devraient dire clairement, énoncer clairement, reconnaître qu'Israël ne change pas, ne touche pas au statu quo en vigueur sur le mont du Temple ou l'esplanade des mosquées. Je rappelle que ce statu quo stipule que les non-musulmans n'ont pas le droit de prier sur l'esplanade, qu'ils peuvent s'y rendre à des périodes tout à fait définies, dans des moments tout à fait définis et en coordination avec les autorités religieuses musulmanes qui gèrent l'endroit, mais qu'ils ne peuvent pas y prier et que de ce point de vue-là, eh bien, Israël respecte tout à fait le statu quo. Vous savez, c'est un sujet important pour les Israéliens, du fait des tensions, mais également sur le plan diplomatique. Parce qu'en Israël, on commence à ressentir les effets de cette crise sur les relations parfois très discrètes que les Israéliens entretiennent avec certains pays arabes, des relations qui ne sont pas tout à fait officielles, mais qui sont importantes pour Israël. Et bien, ces pays arabes rechignent à poursuivre leurs relations, parce que pour eux, tout ce qui touche à la mosquée d'Al-Aqsa, eh bien, c'est crucial, c'est important, c'est plus important même que le blocage du processus de paix. Alors, est-ce que les Américains et les Israéliens sont cette fois sur la même longueur d'onde ? Pas tout à fait, parce que lorsqu'on entend parler à John Kerry dire que Mahmoud Abbas a tout à fait l'intention d'apaiser les tensions, eh bien, c'est pas du tout le même son de cloche que l'on entend de la part du Premier ministre israélien Netanyahou, qui ces derniers jours a accusé tantôt Mahmoud Abbas d'avoir rejoint le Daesh, l'État islamique, en tout cas idéologiquement, et de s'inscrire dans la lignée quelque part du grand moufti de Jérusalem. On en a déjà parlé, donc là il y a une très nette divergence de vue. Et puis, tout au long de cette crise, Jean-Charles, eh bien, les positions du département d'État, c'est-à-dire de la diplomatie américaine, n'étaient pas tendres vis-à-vis de l'attitude israélienne. Merci Dror Even-Sapir. On s'intéressera dans une vingtaine de minutes en débat à l'impact de cette vague d'attentats terroristes en Israël sur la société israélienne précisément. Les États-Unis, eux, ont saisi le Conseil de sécurité à propos du test de missiles balistiques effectué récemment par l'Iran. C'est un missile capable de transporter des charges nucléaires et donc qui pourrait bien contrevenir aux accords passés récemment avec Téhéran. David Klezewski. Missive contre missile. Plusieurs pays occidentaux ont envoyé une lettre au comité des sanctions de l'ONU. Ils souhaitent que l'institution internationale enquête sur de nouveaux tests de missiles effectués par l'Iran. Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni veulent savoir à quoi serviront ces armes, pour le moment alignées sagement en sous-sol, mais qui pourraient peut-être emporter à leur bord des charges nucléaires. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies a qualifié l'essai de provocateur, un problème grave qui nuit à la stabilité régionale, selon Samantha Power. Le test qui a été réussi pourrait violer la résolution 1929 du Conseil de sécurité qui prohibe l'usage de ce genre de missiles balistiques à vocation offensive. Pour sa part, Téhéran dément et affirme que ces engins balistiques sont purement défensifs et qu'ils n'ont rien à voir avec le nucléaire. La résolution en question avait été votée en 2010, mais entre-temps, Iraniens et Occidentaux ont écrit une véritable page d'histoire dans leurs relations. L'accord sur le nucléaire a été signé, partout ratifié, en passe d'être appliqué. Autrement dit, les experts doutent que de nouvelles sanctions contre Téhéran puissent être votées, à l'heure où au contraire les anciennes sanctions économiques contre le régime des Mollahs sont en train d'être levées. Et dans cette autre lettre qui a fait l'actualité cette semaine, le guide suprême Ali Khamenei a validé l'accord nucléaire malgré les ambiguïtés et faiblesses structurelles qu'il dénonce. Officiellement, les Iraniens ont donc renoncé à enrichir leur uranium pour ne plus appauvrir une économie exsangue. Et les pays occidentaux ont déjà pris plusieurs mesures pour investir massivement en Iran.
Demain à Vienne, le dossier syrien sera au centre d'une importante réunion diplomatique mise sur pied par les Russes et les Américains. Les Américains qui ont participé à une importante opération de libération d'otages kurdes en Irak, des otages aux mains de l'État islamique. Et une opération au cours de laquelle un soldat américain a d'ailleurs été tué. C'est le premier depuis le début de la guerre enclenchée contre l'EI. Joseph Emmanuel. C'est lors d'une opération au sol qu'un soldat américain a été tué en Irak. Tué lors d'une opération de libération d'otages. 70 Kurdes étaient retenus par les djihadistes de Daesh. Ils ont tous été libérés et 5 djihadistes de l'État islamique ont été capturés. Généralement, les Américains n'interviennent pas au sol dans cette guerre contre l'État islamique. C'est donc là une opération aussi rare que dangereuse, une opération commando dans la prison de Hawija, une ville aux mains de l'État islamique. Des hélicoptères américains ont déposé des combattants kurdes jusque dans la prison, pendant que les soldats américains bombardaient les routes qui mènent au site. Le département d'État américain insiste sur un point. C'était une opération irakienne avec conseil et assistance des soldats américains. Cette opération a été planifiée et lancée après avoir reçu l'information que les otages seraient sous peu exécutés. Elle a été autorisée en accord avec nos efforts contre Daesh pour former, conseiller et aider les forces irakiennes. Si les Américains interviennent de manière feutrée en Irak, les Russes, eux, ne se cachent absolument pas en Syrie. Pour beaucoup, l'intervention russe en Syrie est un coup de maître du Kremlin. Bachar el-Assad revient d'une visite à Moscou. Le chef du Kremlin lui a réaffirmé son soutien et signifie ainsi au monde qu'il garde la main. Il garde la main sur le terrain militaire, mais aussi sur la scène politique. Vladimir Poutine a annoncé la tenue d'un sommet quadripartite ce vendredi. Ça se passera à Vienne et seront présents le roi saoudien, le président turc et bien entendu John Kerry. Depuis le 30 septembre dernier, la Russie frappe le territoire syrien. Officiellement, le Kremlin répond à l'appel de Damas pour éradiquer l'État islamique, mais aussi les rebelles. Mais les Russes sont accusés par Washington et par beaucoup d'autres pays de frapper essentiellement les rebelles. Les relations entre Washington et Moscou sont donc des relations minimales. Les deux puissances ne sont d'accord sur rien en Syrie, mais ont tout de même signé ce mardi un protocole d'accord. Objectif, éviter un rapprochement accidentel, une éventuelle collision entre leurs avions dans le ciel syrien. Alors avec nous, Michael Horowitz, bonsoir. Vous êtes analyste géopolitique, spécialiste du Proche-Orient. C'est une opération qui a l'air d'avoir été très importante, de grosse envergure menée par les Américains, ce qui peut étonner. Oui, c'est assez significatif sur deux plans. D'abord, ça confirme que vous avez des troupes américaines au sol qui ne sont pas simplement des conseillers militaires. C'est quelque chose dont on se doutait, puisque d'abord du côté syrien, ça avait été confirmé par un général américain devant une commission du Sénat qui avait dit que les Américains avaient des forces spéciales en Syrie, donc c'était assez évident que c'était aussi le cas en Irak. Le deuxième point où c'est assez significatif, c'est à la fois le timing et la cible qui a été choisie. C'est-à-dire que vous avez une opération américaine qui vise à libérer des otages qui visiblement étaient sur le point d'être exécutés par l'État islamique, des otages qui ne sont pas des Américains, mais qui sont des combattants irakiens de l'armée irakienne et aussi des milices sunnites irakiennes. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que les États-Unis probablement cherchent à être de plus en plus actifs en Irak, qu'ils cherchent à consolider leur alliance avec leurs alliés kurdes, puisque les Kurdes faisaient partie de cette opération, mais aussi avec leurs alliés irakiens. Et ça a sûrement un lien, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais ça a possiblement un lien avec ce qui se passe en Syrie et l'intervention russe, qui fait que les Américains se sentent sûrement marginalisés et vont chercher à reprendre la main en consolidant leur alliance avec leurs alliés locaux. Alors on va parler des Russes dans un instant, mais juste une question sur le premier mort américain, premier soldat, donc peut-être au sol. Est-ce que ça veut changer quelque chose, ça, pour les Américains ?
je ne pense pas que ça va changer quelque chose pour les Américains. C'est quelque chose d'assez significatif parce que symboliquement, c'est quand même la mort du premier Américain en Irak depuis que les Américains ont évacué l'Irak. Et que donc, ça va peut-être poser des problèmes politiques. Obama avait dit que l'armée américaine n'était pas là dans un rôle de combat et aujourd'hui on voit que c'est sûrement en train de changer. Ça va aussi pouvoir peut-être aider l'État islamique qui a toujours voulu essayer, chercher depuis très longtemps à tuer un soldat américain. Ça n'arrive quand même pas dans des circonstances qui sont favorables à l'État islamique. Donc à mon avis, la mort de l'Américain est significative, mais ne va pas changer foncièrement les choses. Ce qui est très important, c'est plus qu'on voit vraiment les États-Unis reprendre la main en quelque sorte en Irak. Probablement à cause de l'intervention russe en Syrie. Alors justement, les Russes, ils continuent de frapper, en tout cas ils annoncent chaque jour des frappes impressionnantes, plus de 50 aujourd'hui encore. Et puis ce soir, il y a cette déclaration étonnante d'un général russe, celui qui commande l'opération en Syrie, qui dit tout simplement « on a mis hors de combat », je cite, tous les groupes terroristes présents sur le territoire syrien. Est-ce que c'est réaliste de déclarer ça au bout de quelques jours ? Non, c'est pas réaliste. Ça fait partie d'une politique russe qui est assez claire, qui vise à humilier la campagne qu'a menée les États-Unis. Sur le terrain, il est clair que les terroristes ne sont pas, enfin ce qu'ils appellent les terroristes ne sont pas des faits, puisque les avancées du régime qui a reçu le soutien quand même assez significatif de milices irakiennes, du Hezbollah, de l'Iran, peinent quand même à avancer, et que vous avez l'État islamique qui, lui, en revanche, continue à faire des offensives, a pris quelques villes aux rebelles, enfin ceux qu'on appelle les rebelles syriens, et donc on est encore très loin de la défaite des groupes que la Russie définis comme terroristes. À mon avis, c'est vraiment une opération purement marketing qui vise à humilier les États-Unis et à dire nous avons fait en quelques semaines ce que vous n'avez pas su faire en un an. Il n'y a pas de trace possible pour mesurer l'impact pour l'instant de cette intervention russe ? Si, en fait, si vous voulez mesurer l'impact de cette opération, il faut regarder ce qui se passe au sol. Les frappes aériennes russes, elles doivent avoir un effet, leur effet doit être mesuré en termes d'avancée du régime syrien. Et si vous regardez l'avancée du régime syrien, ce sont des avancées qui ne sont pas significatives. L'intervention russe, elle a été faite pour reprendre les positions qui avaient été perdues par le régime pendant les mois qui ont précédé cette intervention. On est encore très loin d'avoir accompli cet objectif-là. Donc, il y a un vrai effet sur le terrain. Le régime avance, reprend l'offensive, alors qu'avant, vous aviez un régime qui paraissait presque défait. Mais on est encore très très loin de voir une sorte de blitzkrieg qui aujourd'hui, par ailleurs, dans le contexte actuel et quand on fait la guerre, ça n'existe plus, ce genre de choses, ce genre de phénomène. Merci beaucoup, Michael Horowitz. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique du Proche-Orient. Audition très attendue cet après-midi au Congrès américain, celle d'Hillary Clinton en tant qu'ancienne secrétaire d'État lors de l'attaque meurtrière de l'ambassade américaine à Benghazi en Libye. C'était en 2012. Elle a demandé à la commission du Congrès, à la commission d'enquête, de ne pas la juger de manière partisane, tout en prenant la responsabilité pour ce drame. On l'écoute. I was the one who asked Chris to go to Libya. J'ai envoyé l'ambassadeur Chris Stevens en Libye. I was the one who recommended him to be our ambassador. Devant le président Obama, je l'ai personnellement recommandé au poste d'ambassadeur. I stood next to President Obama. Après les attaques à Benghazi, je me suis tenue derrière le président alors que les Marines descendaient son cercueil et ceux des 3 autres Américains de l'avion à la base Andrews Air Force. J'ai pris mes responsabilités. Et avant de quitter mon poste, je me suis assurée de lancer des réformes pour protéger nos citoyens à l'étranger, pour réduire la probabilité d'une autre tragédie dans le futur. Comme je l'ai dit dans mes remarques d'ouverture, j'assume ma responsabilité dans ce qui s'est passé à Benghazi. Je me sentais responsable des 70 000 employés du département d'État pour l'USAID. Je prends ça très au sérieux.
Voilà, Hillary Clinton, c'était tout à l'heure au Congrès à Washington. Événement rarissime au Vatican. Le pape François s'apprête à recevoir le mois prochain le président iranien Hassan Rouhani. Là encore, conséquence du réchauffement des relations entre l'Occident et l'Iran après l'accord sur le nucléaire conclu à Vienne. Le dernier président iranien reçu au Vatican, c'était Mohamed Khatami et c'était en 1999. Drame terrible dans une école de Suède cet après-midi. Un homme masqué muni d'un sabre a fait irruption dans le bâtiment et a tué 2 personnes, dont un élève. Plusieurs autres ont été grièvement blessés. Le meurtrier lui-même était abattu par la police. Un drame qui a suscité une très vive émotion dans le pays. Maël Benoliel. Les enfants de cette école de la campagne suédoise sont encore sous le choc. Et pour cause. Il est monté, il marchait comme un soldat avec un sabre dans sa main. On a cru à une blague à cause d'Halloween, mais cela n'en était pas une. Je suis vraiment sous le choc. Nous sommes à Trollhättan, petite ville industrielle située au nord de Göteborg. Il est environ 10 h du matin ce jeudi quand un homme masqué, habillé de noir et armé d'un sabre fait irruption dans cet établissement scolaire de 400 élèves. Il s'attaque à ces derniers mais aussi à des enseignants après s'être au préalable laissé prendre en photo, comme le suggère ce cliché. 4 personnes sont touchées. En arrivant au niveau de l'entrée, on a trouvé un adulte blessé. À l'intérieur, il y avait un mort. Au second étage, nous avons trouvé 2 élèves blessés par l'assaillant. Les 3 blessés ont été transportés vers l'hôpital. Bilan, un enseignant est mort, un élève décède de ses blessures à l'hôpital, alors qu'un autre enseignant et un autre élève se trouvent toujours dans un état critique. L'assaillant, quant à lui, est neutralisé par les policiers dès leur arrivée. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé un homme armé d'une épée qui portait un masque. Il nous a immédiatement attaqués quand il nous a vus. Nous lui avons tiré dessus 2 balles. Cela l'a désarmé. Et cela nous a permis de l'appréhender. Il a ensuite été emmené à l'hôpital, où il décédera des suites de ses blessures. Ses motivations, quant à elles, restent pour le moment toujours inconnues, même si l'on sait d'ores et déjà que l'homme était âgé de 21 ans et qu'il vivait à Trollhättan. Ce genre de drame est plutôt rare dans le royaume scandinave. Située dans un quartier populaire de la ville, l'école Kronan est réputée difficile. Un rapport d'inspection critiquait récemment l'insuffisance des mesures de sécurité face aux menaces extérieures possibles. On va marquer une pause dans un instant, le reste de l'actualité, puis ce débat consacré à l'impact de l'actuelle vague de terreur en Israël sur la société en Israël, avec justement un sondage diffusé aujourd'hui par la Knesset, le Parlement israélien. A tout de suite. Nouvelle attaque au couteau ce matin, un Israélien légèrement blessé, mais on a sans doute évité une tragédie car les 2 terroristes ont d'abord tenté de monter dans un bus scolaire. Ils ont ensuite été abattus. Opération militaire d'envergure en Irak avec la libération de 70 otages dans une prison de l'État islamique. Des forces spéciales américaines ont participé au raid et un premier Américain a d'ailleurs été tué dans cette opération. C'est le premier depuis le début de la guerre menée contre l'État islamique. La direction d'Air France confirme la suppression de 1000 postes dès l'an prochain. Réunion tendue tout à l'heure entre direction et syndicats après les incidents du 5 octobre dernier. 2900 postes au total devraient disparaître dans les années qui viennent. Des centaines de migrants continuent d'affluer chaque jour aux frontières de l'Europe, se déplaçant en fonction de l'ouverture des frontières dans tel ou tel pays du Sud. À présent, c'est au tour de la Slovénie de se trouver complètement débordée. Julia Ganancia. La dégradation des conditions climatiques ne décourage pas ces migrants. L'Union européenne est appelée à l'aide par Ljubljana. Avec l'installation de clôtures anti-migrants par la Hongrie, la Slovénie devient l'un des principaux pays de transit des réfugiés et tente avec difficulté d'organiser leur transit sur son territoire. Le commissaire européen aux migrations est sur place pour évaluer les besoins, tandis que les migrants cherchent à rejoindre l'Europe occidentale.
Vous savez, en Syrie, tout le monde tue tout le monde. Vous avez deux options. Soit vous prenez les armes et tuez quelqu'un, soit vous quittez le pays. Le défi est de taille. La police slovène a annoncé ce jeudi matin que 12 676 migrants étaient rentrés en 24 heures dans ce petit pays de 2 millions d'habitants. Un record qui dépasse même ceux enregistrés en Hongrie au plus fort de la crise. Les Européens sont convenus de renforcer leurs frontières extérieures. Ils discutent de la création à terme d'un corps européen de garde-frontières. Mais ces dispositifs mettent du temps à se mettre en place. La Slovénie est devenue un théâtre de confrontation entre les uns et les autres. Il faudra bien que nous apportions une réponse à ces problèmes presque existentiels pour la Slovénie. Apporter une réponse, c'est l'objectif d'un mini-sommet organisé ce week-end et qui sera consacré aux flux de migrants dans les Balkans occidentaux. La Macédoine, la Serbie, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, la Roumanie et la Slovénie se retrouveront dimanche à Bruxelles. Arrivé tout à l'heure à Athènes, en Grèce, de François Hollande. Le président français est en visite officielle, la première depuis la réélection de Tsipras comme Premier ministre. François Hollande, qui a toujours plaidé pour la renégociation de la dette grecque, est accueilli comme un allié très cher des Grecs. Il y aura aussi l'occasion pour la France de négocier plusieurs contrats dans un pays qui a besoin de revoir toutes ses infrastructures. Plus de 3 semaines que la vague de violences et d'attentats a débuté en Israël. 10 morts, plus d'une centaine de blessés et des dizaines d'attaques recensées. Et une question, quelles répercussions sur la société israélienne? Un sondage montre en tout cas que cette vague de terreur a déjà des conséquences politiques. Maxime Pérez. Un peu plus de 3 semaines que les violences dominent l'actualité du Proche-Orient. Et si les heurts ont nettement diminué en Cisjordanie, les attentats au couteau et à la voiture bélier se sont désormais installés dans le quotidien des Israéliens. Difficile dans ces conditions d'éviter la psychose, la population se rue dans les boutiques spécialisées en quête de produits d'autodéfense dont les ventes ont explosé en ce mois d'octobre. Forcément, la situation ébranle le gouvernement Netanyahou. Bibi, alias Monsieur Sécurité, gère-t-il convenablement l'actuelle vague de terrorisme? À cette question, le Premier ministre ne reçoit que 27% d'opinion favorable, selon un sondage de la chaîne parlementaire Arutz Knesset. Le camouflet, même sans appel, ce sont 72% des Israéliens qui se disent mécontents de la gestion des événements par Benyamin Netanyahou. Mais alors, quelle serait l'alternative politique face à une situation qui habituellement profite aux formations de droite nationalistes? Pour 22% des Israéliens sondés, Avigdor Lieberman est plus que jamais l'homme providentiel. Derrière l'ancien chef de la diplomatie israélienne, on retrouve le chef du foyer juif Naftali Bennett, qui convoitait le poste de ministère de la Défense, avant de se voir attribuer le portefeuille de l'éducation. A noter que Benyamin Netanyahou n'apparaît qu'en 4e position, tandis que le chef de l'opposition Yitzhak Herzog n'est visiblement pas pris au sérieux par l'opinion israélienne sur les dossiers sécuritaires. Il ne recueille qu'1% des suffrages. La dernière fois que Benyamin Netanyahou avait autant baissé dans les sondages, c'était au moment de la dernière opération à Gaza, au mois d'août 2014, devant les échecs répétés du cessez-le-feu avec le Hamas. Là aussi, rien n'indique que les tensions actuelles vont rapidement s'estomper. En cas de prolongation des violences jusqu'à la fin de l'année, l'armée israélienne envisagerait une importante mobilisation de ses troupes de réserve, un nouveau casse-tête budgétaire en perspective qui n'arrangerait pas les affaires de Benyamin Netanyahou. Alors l'impact donc de cette vague d'attentats sur le climat en Israël, la société israélienne, on va en parler avec 2 invités. Bonsoir à vous Yitzhak Levanon. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. Benjamin Lashkar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Likoud et président du Likoud francophone. Alors, on a vu qu'il y avait déjà des répercussions politiques. Est-ce que vous avez l'impression, Yitzhak Levanon, que ce qui est en train de se passer est en train de transformer le pays? On a parlé de clivages qui sont peut-être en train de s'installer durablement, par exemple, entre les communautés juives et arabes en Israël. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas ou pas? Est-ce que ça transforme Israël? Transformer Israël, je crois que c'est un mot qui est assez lourd. Mais il y a des choses qui se passent, bien sûr.
Premièrement, par exemple, à mon avis, depuis que le début de ces attaques qui ont été faites par les Palestiniens, aussi par des membres de la communauté arabe israélienne qui vit avec nous, je crois que là, il y a un problème que vous le sentez très bien. Vous le trouvez, par exemple, avec la demande de ne pas, disons, prendre un taxi avec un arabe comme chauffeur. Vous ne voulez pas voir, par exemple, les arabes qui travaillent dans les écoles. Et sur le plan aussi personnel, les gens qui venaient travailler chez vous pour faire du travail, ils disent, bon, peut-être on va le remettre pour plus tard. Donc il y a ce sentiment, cette crispation, disons, entre la population israélienne, juive en général, qui est la majorité, avec cette partie-là. Donc c'est le numéro un. Le numéro 2, c'est le problème avec les Arabes de Jérusalem-Est. Ces gens-là, c'est Israël qui leur a donné une carte d'identité bleue. C'est nous qui ont fait ça. Et regardez, quel est le résultat? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont eux qui mènent ces attaques. Le troisième point qu'il faut prendre en considération, c'est que les Palestiniens qui vivent dans les territoires et qui rentrent chez nous chaque jour à travers les différents passages, ils passent les fouilles, etc., ces gens-là n'ont rien fait jusqu'à présent. Ils n'ont rien fait. Le quatrième point, et je crois à mon avis, il est essentiel, il est important, parce que là, peut-être qu'on trouve un certain changement. Ce n'est plus, disons, l'ancienne garde, des gens de Arafat, de Abu Mazen et tout ce que vous voulez. Ce n'est plus les gens qui ont terminé, par exemple, la prison israélienne comme Dahlan et comme tous les autres. C'est une jeune génération et qui est en train de crier contre tout le monde, y compris Abu Mazen, y compris Dahlan, y compris les Israéliens, y compris tout le monde. Ce sont eux qui font ces attaques, et là, c'est une chose, à mon avis, qu'il faut prendre en considération de façon très sérieuse. Peut-être que là, c'est le début d'un certain changement qu'il faut vérifier et qu'il faut étudier à fond. Benyamin Lashkar, comment vous interprétez ce qui est en train de se passer? Est-ce que d'abord, vous avez l'impression que ça a un impact sur la société israélienne? Peut-être. C'est difficile de prévoir l'avenir. J'étais là il y a 15 ans quand il y a eu la seconde intifada. Entre les juifs et israéliens, c'était beaucoup plus violent que maintenant. Je rappelle qu'il y a eu 13 morts du côté arabe-israélien en 2000. En octobre 2000, il y a aussi des juifs qui ont été tués par des arabes israéliens. Les tensions étaient extrêmement vives à l'époque. Il y a eu des boycotts, la même chose qu'aujourd'hui. Ça a duré quand même quelques temps. Et puis finalement, ça s'est apaisé. Tout dépend de ce qui va se passer maintenant, combien de temps ça va durer. On ne peut pas non plus généraliser sur toute une population les actes de quelques-uns. C'est sûr qu'il y a toute une structure derrière. Il y a toute une société, une partie de la société arabe israélienne qui soutient ces attaques, mais une grande partie, on l'a vu d'ailleurs avec Lucie qui travaille ici, Lucie Harish, qui a sur la chaîne anglaise. Oui, mais est-ce qu'elle représente une majorité d'Arabes israéliens? Parce qu'on a vu à Sarnin aussi une manifestation qui a réuni beaucoup de monde avec des drapeaux palestiniens, ce qui a choqué également. Je ne sais pas si elle représente une majorité, elle représente une grande partie, une grande minorité sûrement. Il y a eu un sondage récemment qui montrait que la majorité des Arabes israéliens ne se sentaient pas représentés par leurs députés. Alors pourquoi ils votent pour eux d'un autre côté? Mais en attendant, il y a une grande partie des Arabes israéliens qui s'intègrent, qui se sentent israéliens. J'ai travaillé dans un ministère quelques années. Il y avait plusieurs Arabes israéliens qui étaient aussi israéliens que n'importe qui étaient complètement laïcs, qui se sentaient israéliens, qui parlaient en hébreu, même entre eux ils parlaient en hébreu. Je veux dire, il y a une intégration. Et puis une partie de la société qui s'islamise, qui se considère comme palestinienne avant tout. On a la même chose à Jérusalem. Il y a des sondages qui montrent que la grande majorité des Arabes de Jérusalem veulent rester en Israël. Ils sont absolument contre que la ville soit cédée aux Palestiniens parce qu'ils voient quand même ce qui se passe de l'autre côté. Mais il y a toujours une minorité aussi, une importante minorité qui soutient l'islamisme et qui veut faire la guerre à Israël. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Mais au vu de ce qui s'est passé il y a encore une quinzaine d'années avec les événements, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment une fracture irréparable. Alors moi je vais vous poser la question peut-être de manière plus provocante. On a vu le sondage publié aujourd'hui par la chaîne de la Knesset qui montre que celui qui incarne le mieux aujourd'hui pour les Israéliens eh bien, le règlement de cette question sécuritaire, c'est Lieberman. On sait que Lieberman, qui n'est plus au gouvernement, lui proposait eh bien, une séparation nette des populations, pas des territoires, mais des populations, c'est-à-dire les Arabes dans un État palestinien et les Juifs dans un État qui serait donc Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se dire que cette coexistence qui doit exister en Israël est un mythe et qu'il s'effondre? Ben regardez, pendant des moments de chagrin et de douleur, vous dites ce que vous voulez. Je ne crois pas que c'est quelque chose de faisable. Et ce qu'on parle à propos de Lieberman, enfin, disons, les Arabes d'un côté et les Juifs d'un autre côté. Disons que si je vois la situation sur place, sur le terrain aujourd'hui, la situation internationale, la situation d'Israël, tout ce que vous voulez, c'est une utopie. Peut-être que, bon, un de ces jours, mais ce n'est pas pour demain matin.
matin. Et en plus, ce n'est pas un programme, disons, qui est clair, centré pour, disons, qu'on puisse faire quelque chose dans ce sens-là. Le troisième point, c'est que c'est vrai que lorsque vous regardez ce qui se passe, et on poignarde les gens, enfin, il y a une certaine peur, bien sûr. Donc, automatiquement, vous cherchez quelqu'un qui vous protège. Qui vous protège? C'est celui qui, à votre avis, et vous avez la perception que lui, il est le grand, il est le fort, il est le géant, c'est lui qui a la force. Dans ce sens-là, la population, une partie de la population israélienne, d'après le census qu'on vient de voir, ils pensent que Lieberman, il est beaucoup plus fort, pas seulement physiquement, mais il est beaucoup plus fort que Benjamin Netanyahu. Ceci ne veut pas dire que c'est la vérité. Ceci ne veut pas dire que si demain matin, Lieberman serait le Premier ministre, soudain, il n'y a aucun problème. Non, c'est loin de cela. Mais c'est une réaction qui, à mon avis, qui est tout à fait humaine, tout à fait naturelle et logique des gens qui ne supportent pas la situation aujourd'hui, que ça fait un mois qui coule, enfin ces jours-ci, poignarder les gens, et il y a des morts, etc., il y a des réactions, il y a les soldats qui sont à la réserve. Tout ça, la population israélienne veut voir mettre fin à cela. Donc c'est une réaction qui est tout à fait normale. Ouais. Netanyahou qui est donc du coup en 4e position dans ce sondage, est-ce que vous trouvez qu'il gère bien cette situation de tension extrême ? Je trouve que oui, j'ai beaucoup de critiques sur Netanyahou quand il faut. Là, je pense qu'il gère comme il faut. Une grande partie du public est paniquée, il cherche des solutions rapides. Et Lieberman a toujours été là avec sa démagogie et ses solutions qui n'ont aucun sens, mais qui sonnent bien comme ça quand on les entend. Je pense pas que ce soit très sérieux. Ça va retomber dans pas longtemps. Il faut garder son calme, il faut garder la tête froide. Et puis, il faut attendre que ça passe sans faire de bêtises et sans faire d'erreurs. On a vu hier des propos qui ont déclenché une vive polémique. C'était pas fini d'ailleurs hier, les propos de Netanyahou à propos de la Shoah et de l'idée qui aurait été donc soufflée à Hitler par le Moufti de Jérusalem. Ça a déclenché des réactions très vives. Je voudrais vous montrer un exemple de réaction parce que celle-là est assez quand même spectaculaire. C'est un journaliste israélien de gauche qui l'a posté, qui a donc mis Netanyahou dans un uniforme de SS en faisant allusion à la solution finale dans son message. Il y a une enquête qui est ouverte d'ailleurs à propos de ce tweet. Ça rappelle des mauvais souvenirs évidemment. Vous êtes choqué par ça? Oui, je suis choqué. Je suis choqué par tout le monde, y compris par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, d'utiliser la question de l'Holocauste, de ce qui s'est passé au peuple juif, qui est quelque chose franchement de profond dans la mémoire collective du peuple juif pour des fins politiques. Que ce soit une photo, ou bien que ce soit ce qu'il veut dire au Congrès sioniste, parce que bon, il voulait attaquer Haj Amin Husseini. Je crois qu'il ne faut pas toucher à cette question-là de l'Holocauste, qui est une question avec beaucoup de sentiments, elle est profonde dans l'âme juive. Il ne faut pas toucher de cela, donc je suis contre complètement. Il a été trop loin, Netanyahou, là? Je pense que, je ne sais pas s'il pense vraiment ça ou si sa langue a fourché. Je pense qu'il a dit une bêtise en disant que... Pourtant, il a été très précis en rapportant un dialogue quand même entre Hitler et le Moufti de Jérusalem. Il aurait pu le faire de façon différente. Je pense d'abord, c'est le fils d'un grand historien et il s'y connaît, mais bon, il est quand même Premier ministre, on n'est pas dans un débat académique. Il a dit une petite bêtise, il a corrigé le lendemain. Je pense qu'il n'y a pas non plus de matière à faire toute une grande polémique. Je suis d'accord qu'on ne doit pas utiliser la Shoah à des fins politiques. Maintenant, c'est important aussi de rappeler le rôle du Mufti. On a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier que Abou Mazen est un négationniste. On a tendance à oublier que... Mais c'est ça le message de Netanyahou finalement. Oui, c'est dommage qu'il ait dit une petite chose qui a fait un peu oublier le message principal. Parce que le plus important, c'est de se rappeler à qui on a affaire. Le créateur de la nation palestinienne, d'après les Palestiniens eux-mêmes, est un nazi. Il faut quand même le dire. Et le dirigeant actuel est un négationniste. C'est quand même des petits détails qu'il ne faut pas oublier. Et pour ce qui est de la photo qu'on a vue là, de Gilad Alpern, évidemment, c'est très choquant. Et puis ça rappelle aussi toute l'hypocrisie habituelle de la gauche qui est toujours contre l'incitation à la haine. Chaque fois qu'il y a une critique de droite, mais qui elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Maintenant, personnellement, je suis pour la liberté totale d'expression tant qu'il n'y a pas d'appel à la violence. Ça me choque personnellement cette photo, mais je suis contre qu'on fasse une enquête. Je pense qu'il a le droit ce Gilad Alpern a le droit de dire toutes les imbécilités qu'il veut. On est en démocratie. Bon, on l'a appelé d'ailleurs Gilad Alpern pour lui demander s'il voulait s'exprimer ce soir, mais il n'a pas souhaité venir. Moi, je suis contre. Ouais. Non, je suis tout à fait contre. Je crois qu'il ne faut pas permettre une chose pareille, même sous la rubrique de droit, la liberté de l'expression. Même. C'est pas de l'humour pour vous, ça me regardez, il y a des limites, à tout. Donc toute démocratie, il a une certaine limite. Même lorsque vous avez le droit à l'expression, il y a une limite à cela. Enfin, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez.
La seconde chose, c'est que Benjamin Netanyahu voulait tout simplement faire le cas que, bon, voilà, Hasham el-Hosseini, c'est quelqu'un qui a appuyé, il a soutenu, il a même œuvré, il a travaillé avec les nazis. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il aurait pu le dire de façon très claire. Sans parler de Hitler, sans parler, enfin, quelles étaient les idées, parce que là, il a fauché franchement l'histoire, parce que dans Mein Kampf, après la Première Guerre mondiale, Hitler parlait de la solution finale. Donc, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas faire cette connotation entre les deux. Il aurait pu parler de Hasham el-Hosseini pour faire son cas, que comme, voilà, les Arabes, dans les années 20, ils sont la même chose. Hasham el-Hosseini, il est parti voir Hitler et il a dit, bon, voilà, on va faire. Il a travaillé à propos dans les Balkans. Hasham el-Hosseini, à l'instigation, à la demande de Hitler. Il a même voulu empoisonner l'eau de Tel Aviv. C'est le fameux plan Atlas, par exemple. Ça, oui, il aurait pu le faire. Mais parler de Hitler, que comment c'était pas son idée, il a fait une gaffe. Mais on en est arrivé aujourd'hui à un point finalement dans ce conflit israélo-palestinien qui est pas tout neuf, hein, évidemment. C'est qu'entre Netanyahou et Abbas, on est sur des accusations, l'un sur le religieux, l'autre sur l'antisémitisme. On n'est plus du tout sur le terrain politique. Est-ce que c'est pas inquiétant, ça, justement, sur la tournure que prennent aujourd'hui les discussions israélo-palestiniennes? D'abord, dans les relations internationales, tout n'est qu'une question d'intérêt. Alors c'est sûr que ça peut paraître comme ça choquant, mais d'une certaine façon, à la fin, quand il y a des intérêts et quand il y a une volonté, on peut négocier. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a à négocier. Ça fait des années que Netanyahou est prêt à négocier sans condition avec Abbas et qui refuse. Il refuse. Ce n'est pas Netanyahou qui refuse de négocier avec lui, c'est Abbas qui refuse de négocier avec Netanyahou. Je sais que c'est présenté différemment dans le monde, c'est très très bizarre, mais c'est lui qui refuse de négocier. Il ne veut pas négocier, il veut qu'on cède tout d'avance et ensuite peut-être qu'il viendra nous parler. Évidemment, c'est une plaisanterie. Donc dans ces conditions, effectivement, il n'y a pas de partenaire, il n'y a rien à faire, il n'y a personne à qui parler. Voilà. Voilà où on en est. Mais regardez, moi j'ai l'impression que dans cette situation-là, c'est comme un navire qui est à la dérive. Et il faut l'amener à bord et retrouver la possibilité d'entamer de nouveau ces négociations. On peut arriver parce que bon, c'est le domaine, c'est l'art de la diplomatie de le faire. Mais je crois que le vrai problème qui existe aujourd'hui, c'est le manque de confiance qui existe de part et d'autre. C'est vrai, et il a tout à fait raison. Personne n'y croit à Abou Mazen chez nous, et chez les Palestiniens, personne n'y croit à Benjamin Netanyahu. C'est la situation. Merci Yitzhak Levanon, merci à vous Binyamin Lashkar. On reparle évidemment de cette situation régulièrement dans nos points d'information. Situation calme ce soir, nous disait tout à l'heure Léa Berdugo en direct du côté de Jérusalem. Après les violences du dernier comité d'entreprise, les syndicats d'Air France et la direction avaient de nouveau rendez-vous aujourd'hui. L'ambiance reste tendue car il s'agit de détailler ce plan de restructuration avec un premier volet, 1000 suppressions d'emplois dès l'an prochain, mais la direction va tout faire pour éviter les licenciements secs. Julia Ganancia. La brutale interruption du comité central d'entreprise d'Air France a laissé des traces. Pour éviter de nouveaux débordements, la direction de la compagnie aérienne a choisi de se réunir avenue d'Iéna à Paris sous haute sécurité. Fin du suspense en fin de journée, le PDG d'Air France a confirmé le chiffre déjà évoqué ces dernières semaines de 1000 suppressions de postes sous la forme de départ volontaire en 2016. On m'a dit c'est du chantage. Non, moi je vois plutôt ça comme à travers le dialogue, parler de la situation d'entreprise, de ce qu'elle a déjà réalisé, car je persiste à dire que ce qui s'est passé sur la période 2011-2015 est quelque chose qui a été important pour Air France, mais surtout de ne pas casser cette dynamique. Ça, c'est mon premier message. Au même moment, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à l'appel des syndicats aux abords de l'Assemblée nationale. Objectif, signifier leur opposition à la suppression de 2900 postes et au licenciement sec contenu dans le plan B, un sévère plan d'attrition du réseau et de la flotte de la compagnie, présenté le 5 octobre par la direction. Si les salariés d'Air France prennent leurs responsabilités, font des efforts, il faut aussi que la direction prenne ses responsabilités, une réelle stratégie, et que l'État, qui est représenté d'une certaine manière par l'Assemblée nationale, où nous nous trouvons aujourd'hui, aussi prenne ses responsabilités en tant que régulateur. À l'entame de la séance, les syndicats ont saisi l'occasion du CCE pour voter à l'unanimité le déclenchement d'un droit d'alerte, une procédure qui lancera une expertise. Elle sera effectuée par un cabinet indépendant pour obtenir plus de transparence sur les comptes et la stratégie de la compagnie nationale. Air France a déjà perdu 5500 postes entre 2012 et 2014.
Alors, le dossier Air France, on va en parler ce soir avec vous. Lionel Friedfeld, bonsoir. Bonsoir, Charles. Analyste financier. D'abord, on se demande évidemment pourquoi il y a besoin d'un tel plan de restructuration chez Air France. Alors, en tout cas, Air France est sous pression, et notamment parce qu'il y a un problème de communication. En 2015, Air France devrait réaliser un profit, notamment grâce à la baisse du prix du kérosène. Mais effectivement, ces réformes passent mal. Pourquoi ? Pression syndicale, tout d'abord. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que les syndicats ont critiqué notamment le management d'Air France pour avoir eu lieu. Cette réunion du CCE a eu lieu notamment dans la Maison des Arts et Métiers, dans un hôtel particulier, alors que ça aurait pu avoir lieu dans les locaux d'Air France, premièrement. Deuxièmement, pourquoi ? Simplement parce que Air France est attaqué de toutes parts, notamment sur les cours courriers, notamment par rapport au low cost. Air France n'a pas su saisir la balle du low cost. Ils auraient pu racheter EasyJet il y a très longtemps. Il y a d'autres opérateurs low cost, Ryanair notamment, en fait, qui concurrencent sur le segment low cost. Tout ce qui est moyen courrier. Air France a comme objectif de réduire à l'équilibre la perte à 2017, mais c'est surtout sur les longs courriers où Air France réalise à peu près 50% de marge, voudrait booster à 80% de marge, mais surtout est attaqué par rapport à une concurrence asiatique aujourd'hui. Singapour Airlines, Cathay Pacific de Hong Kong, mais également Qatar Airways et Emirates avec des hubs à Dubaï. Air France ne peut plus en fait faire la concurrence à ces compagnies aériennes sans baisser ses coûts d'exploitation et donc les salaires des pilotes et des personnels navigants. Alors, vous parliez de concurrence asiatique, elle joue également dans le transport aérien, mais dans la construction, cette fois, d'avions, puisque Airbus, c'est fait, va avoir son rival chinois qui sort son premier avion. Effectivement, c'est une révolution dans le duopole entre Airbus et Boeing. En fait, un constructeur étatique chinois va rentrer dans le jeu. Cette société s'appelle COMAC et va lancer le C919, concurrent de l'A320 d'Airbus ou du Boeing 737. Il va être dévoilé au mois de novembre. Il n'y a pas de révolution technologique, mais c'est la première fois qu'un avionneur chinois va entrer sur ce marché. Et surtout, les moteurs sont fournis par la société Safran et notamment avec son partenaire américain General Electric. Alors la Chine justement, et puis une innovation étonnante, c'est Apple qui va se lancer dans l'énergie solaire en Chine. Oui, il veut investir dans l'énergie solaire, il va en fait un peu obliger ses fournisseurs, notamment Foxconn, les fabricants de téléphones portables, justement d'investir dans l'énergie solaire pour avoir une empreinte carbone à zéro. Apple veut devenir une société green. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. Et justement, le président chinois effectue actuellement une visite en Grande-Bretagne. Des contrats records ont été signés entre les deux pays, signe d'une embellie jamais vue dans les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine. Johanna Citruc. Cela faisait 10 ans qu'un président chinois ne s'était pas rendu au Royaume-Uni. Mais en début de semaine, Xi Jinping est arrivé à Londres pour une visite de 4 jours. L'occasion de réchauffer les relations bilatérales entre les deux pays. Monsieur le Président, votre visite est un moment décisif en cette année très spéciale pour notre relation bilatérale. Je crois fermement qu'elle contribuera à mettre en lumière la sincérité et la chaleur de notre amitié et à renforcer les relations entre nos pays pour de longues années à venir. Au programme, dîner à Buckingham Palace, discours au Parlement britannique, mais aussi signature de contrats pour un montant proche de 40 milliards de livres, environ 60 milliards de dollars. Un tiers du montant concerne des hydrocarbures. Cette visite marque le début d'une nouvelle ère, l'âge d'or de la relation entre la Grande-Bretagne et la Chine. Une ère de liens économiques plus forts, de liens commerciaux plus importants, d'une meilleure relation entre nos peuples et d'un dialogue significatif sur des problèmes qui nous concernent tous les deux. Et parmi ces nombreux accords, une première pour Pékin. Un investissement dans un projet nucléaire occidental. La Chine s'est engagée à financer un tiers de la nouvelle centrale d'EDF au Royaume-Uni, soit 6 milliards de livres, un peu plus de 9 milliards de dollars. Elle devrait permettre la création de quelques 25 000 emplois. Lors de ma visite, nous avons atteint des résultats positifs. Le Premier ministre Cameron et moi allons assister à la signature de certains documents de coopération entre nos gouvernements et sur le plan des affaires. Il y a par exemple la construction de la centrale nucléaire de Hinkley avec la participation d'entreprises chinoises. Ce sera le projet phare de la coopération entre nos deux pays dans les prochaines années. Selon l'OCDE, depuis déjà 10 ans, le Royaume-Uni est la principale destination des investissements chinois. Une coopération renforcée qui devrait profiter à la fois à l'économie britannique, dont la reprise reste fragile, et à Pékin, qui voit sa croissance ralentir. Au troisième trimestre 2015, elle est tombée à 6,9%, son plus bas niveau depuis 2009.
Il n'y a pas qu'en Ukraine ou en Syrie que la Russie déploie son potentiel militaire. À l'autre bout du continent asiatique, aux confins de la Sibérie, eh bien, la Russie vient de finir l'achèvement d'une base militaire très importante et ce n'est pas fini. Cela, Lazeroual. La Russie montre les dents. Moscou va construire une série de bases militaires sur les îles Kouril, dans le Pacifique. Prises au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces îles sont source d'une tension continue entre Tokyo et Moscou. Le contentieux autour des îles Kouril empêche depuis 65 ans le Japon et la Russie de signer un traité de paix officiel. Archipel situé entre le nord du Japon et la pointe sud de la péninsule du Kamtchatka, mais aussi à mi-chemin entre la Chine et la Russie, les îles Kouril représentent donc une localisation stratégique. Installer une base militaire dans les îles Kouril permettrait donc à la Russie de renforcer leur présence dans cette région, de disposer d'un avant-poste dans le Pacifique, mais devrait aussi accentuer les tensions avec Tokyo, qui revendique certaines des îles situées les plus au sud. Selon Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense, les îles Kouril ne sont que la première étape. Il ne s'agit pas d'un secret. Nous avons pratiquement créé une base sur l'île de Kotelny dans les îles de Nouvelle-Sibérie. Il s'agit d'une grande base militaire sans équivalent pendant la période soviétique. En effet, les projets concernent également l'île Wrangel, située dans l'océan glacial arctique, et le cap Schmidt, dans le district autonome de Tchoukotka, à l'extrémité nord-est de la Russie. On va se retrouver dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. Il sera notamment question de sport et de mode. A tout à l'heure, et nouveau journal dans un instant avec Éléonore Veil. Bonne soirée. Retour du Grand Direct et c'est l'une des conséquences qui inquiètent dans cette vague de violence qui frappe actuellement Israël, la réapparition de certains groupes armés palestiniens dans des camps de réfugiés. C'est le cas notamment dans celui de Kalandia, situé pourtant à Ramallah, donc au cœur de l'autorité palestinienne. Voici un reportage, immersion dans le camp de réfugiés de Kalandia à Ramallah pour le magazine Défense, Alexandre Leduc. 22h30. Le camp de réfugiés de Kalandia est en ébullition. De nombreux jeunes patientent à l'entrée du camp. Dans quelques secondes arriveront les fantômes de Kalandia afin de diriger une marche nocturne. La tension est palpable. Sur le chemin, nous passons par les ruelles de Kalandia. Partout, nous pouvons observer un graffiti spécifique rappelant la récente vague de violence. Poignardé, écrit en langue arabe, à côté du dessin d'un couteau. L'atmosphère est hostile, en faveur des attentats. Soudain, ils apparaissent, hommes masqués, appartenant aux brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, idole des jeunes du camp, armés de M16, de revolvers, portant des treillis militaires. Ils inspirent l'imagination des jeunes d'ici, en particulier ces jours-ci, jours de tension et d'attentats. La marche débute. Ils sont en tête. Des centaines de personnes derrière eux. Destination, une maison se trouvant au centre du camp. Les slogans sont destinés à Mohamed Abou Shahin, militant du Fatah âgé de 30 ans. Il a tué par balle Dani Gonen, près de la source d'Ain Boubim il y a 4 mois. Il a depuis été arrêté. Tsahal a ordonné la destruction de sa maison au cœur du camp de réfugiés. Les hommes de Kalandia sont déterminés à empêcher l'armée d'entrer dans le camp et de détruire la maison. 3000 personnes du camp de Kalandia sont prêtes à mourir pour empêcher la destruction de la maison. Nous, les hommes des brigades des martyrs d'Al-Aqsa de la région de Jérusalem, nous avons décrété la mobilisation générale au moment où les forces d'occupation sont rentrées dans le camp et ont ordonné la destruction de ce bâtiment. Le père de Shahin arrive et reçoit des bénédictions. S'ils détruisent la maison, on la reconstruira. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas la détruire. Et lorsque l'on demande au père de Shahin une interview,
Un des hommes armés s'énerve. Tu veux qu'on te l'amène? Allez, tu veux qu'on te l'amène? Non, que lui se déplace, que le journaliste se déplace, que le père du prisonnier se dérange jusqu'ici. Non, que le journaliste y aille. Nous utiliserons nos armes et nous dirons que cette terre leur est interdite et que jamais nous ne les laisserons la souiller. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce une nouvelle intifada? Nous soutenons le soulèvement populaire qui répond aux critères d'une intifada. C'est une intifada populaire. Tous les jours, il y a 1 ou 2 martyrs. Tous les jours, il y a plusieurs attentats. Couteaux, armes à feu, voitures béliers. Qu'est-ce que tu veux? Qu'ils construisent un réacteur nucléaire dans la Moukata? Et donc seulement là, tu parleras d'intifada? C'est ça? C'est une intifada populaire. Et vous allez utiliser ces fusils et ces revolvers que vous portez? Bien sûr, nous les utiliserons. Et ce n'est qu'un exemple de l'emploi d'armes à feu dans la capitale d'Israël. Cette vidéo a été tournée la semaine passée dans le quartier Chouafat de Jérusalem durant des funérailles. Selon les habitants, des quantités impressionnantes d'armes ont pénétré dans les camps ces derniers mois et surtout dans ceux des quartiers est de la capitale. Retour à Kalandia. Tard dans la nuit, nous pénétrons dans la maison d'Abou Shahin, le meurtrier de Danny Gonen, et selon son frère, cet assassinat en valait la peine, même au prix de la destruction de la maison. Détruirons la maison et on en construira une autre. Le plus important, c'est que notre frère a rempli notre cœur de fierté. Il nous a permis de relever la tête. Dieu nous aidera. Que penses-tu de ce qu'a fait ton frère? Il a fait un acte héroïque. Je vois mon frère comme un héros. Il nous a permis de relever la tête. Le gouvernement israélien prétend que si tu tues un juif, il faut détruire ta maison. C'est une équation simple. Les juifs nous tuent tous les jours. Les colons nous tuent tous les jours. Nous sommes sous occupation. Personne ne nous défend à part nous-mêmes. Nous sommes attaqués. Nous avons donné une chance à la paix ces 20 dernières années. Abou Mazen a mené des négociations. Le peuple en a marre des négociations. Assez. L'autorité palestinienne également tente de lutter contre les armes présentes dans les camps de réfugiés, mais sans grand succès. La crainte de la direction palestinienne, un attentat de grande ampleur, un attentat qui pourrait faire dégénérer la situation très rapidement. Nous sommes actuellement dans une phase de défense, mais si nous sommes attaqués, nous répondrons. Et cette promesse se matérialise dans la nuit. Une unité de Tsahal pénètre dans le camp, cet endroit où nous nous sommes rendus, afin d'arrêter un Palestinien recherché. L'unité est prise sous le feu, un engin explosif lancé dans sa direction. L'armée réplique en ouvrant le feu. 3 blessés. L'homme recherché est interpellé. Selon les Palestiniens, les tireurs font partie des brigades des martyrs d'Al-Aqsa et il est très probable que certains d'entre eux ont été filmés par notre équipe dans notre reportage, dans une réalité où le passage des pierres et couteaux aux armes à feu peut se produire extrêmement rapidement. Voilà, un reportage extrait du magazine Défense réalisé par la 2e chaîne de télévision israélienne. Le problème va se poser avec de plus en plus d'acuité. Les sportifs israéliens appelés dans des compétitions internationales doivent parfois se rendre dans des pays arabes où Israël n'est pas le bienvenu. Que faire ? La question s'est posée il y a quelques jours lors d'une compétition de surf organisée à Oman. Eh bien, le gouvernement israélien a demandé aux athlètes de ne pas y aller. L'un d'entre eux a pourtant utilisé un 2e passeport pour y participer. Écoutez ce qu'en pense le président du comité olympique israélien, Alex Giladi, interrogé aujourd'hui par Jonathan Regev. No, because the Ministry of Sport is not
La ministre des Sports n'est pas la propriétaire de la Fédération nationale des sports. Et ils sont aussi responsables de Mayan Davidovich, l'Israélien qui se trouve là-bas, que le ministère du Tourisme serait responsable d'un Israélien qui tomberait d'une falaise au Guatemala. Le fait qu'ils veulent en prendre la responsabilité, ils veulent en prendre la responsabilité à cause de ce qui s'est passé à Munich en 1972, quand des Israéliens ont été tués. Depuis lors, les comités sportifs ont pris une direction différente en déclarant que la responsabilité de la sécurité des athlètes dépendait du pays qui les recevait. Parfois, certains pays autorisent les délégations à venir avec leur propre service de sécurité. Ce n'était pas le cas à Oman, mais je suis sûre que la responsabilité incombe aux autorités d'Oman. Et je suis sûre qu'ils feront tout leur possible pour assurer la sécurité de la délégation des Israéliens. N'est-il pas possible de stopper ce genre de réaction? Ne pouvons-nous pas faire en sorte que les pays qui organisent des événements sportifs soient obligés d'accepter les athlètes israéliens sans leur faire de problème? Cela fait partie d'un effort commun de la part du CIO et de la Fédération sportive olympique pour faire en sorte que les pays qui doivent recevoir les Jeux reçoivent tous les athlètes provenant de tous les pays. Et que si ce n'est pas le cas, la compétition ne peut pas servir de qualification pour les Jeux olympiques. Il s'agit d'une nouvelle décision du comité olympique, une décision qui a été prise la semaine dernière. Maintenant, la mettre en place, c'est une autre histoire. Comment le gouvernement israélien peut-il réagir la prochaine fois? Car il ne s'agit pas de la dernière fois que des athlètes israéliens doivent voyager à l'étranger. Et ils le feront. Les pays du Golfe ont décidé de se faire une bonne réputation en tant que pays hôte, mais aussi en tant que pays organisateur sportif. Et bien sûr, si vous accueillez un championnat du monde, vous pouvez vous imaginer dans les journaux avec des articles vous donnant une très bonne réputation. C'est une chose qui doit être bénie et très bien accueillie car les pays du Golfe sont de très bons hôtes en matière d'événements sportifs. Et si Israël se qualifiait pour la Coupe du Monde de football en 2022, des milliers d'Israéliens voudront voyager au Qatar pour soutenir leur équipe. Comment cela se passera-t-il? Il y a une différence entre l'équipe et ses supporters. Pourquoi se projeter 7 ans en avant? On y réfléchira quand l'échéance sera plus proche. Dans les années 1990, des optimistes pensaient qu'on pouvait avoir des Jeux olympiques à Tel Aviv ou Gaza. Pensez-vous que ce rêve soit un tant soit peu réaliste? Ce n'est absolument pas réaliste. L'organisation des Jeux olympiques à Tel Aviv serait possible, mais de nombreuses infrastructures seraient nécessaires, non pas seulement pour l'organisation des Jeux, mais pour recevoir les gens dans le Gush Dan, car nous manquons cruellement d'infrastructures ici. Et le gouvernement israélien préfère investir son argent dans d'autres endroits. Mais sur le plan politique, pour le moment, je ne vois pas une seule personne au CIO qui voterait pour Tel Aviv comme pays hôte des Jeux olympiques. Nous avons assisté il y a 2 ans au changement de président du CIO, un changement qui s'est produit tout en douceur. Le CIO aurait-il des conseils pour les autres organisations? Je ne peux pas parler au nom des autres organisations, je ne peux parler qu'au nom du Comité international olympique. N'oubliez pas que nous avons nous aussi eu nos jours mauvais et que nous aussi nous avons eu nos crises en 95 et en 99. Mais nous avons réussi à nous en sortir et à changer notre manière de faire, à changer notre constitution. Et nous visons toujours l'excellence si ce n'est la perfection. J'espère que ce sera le cas pour toutes les autres organisations. Alex Giladi, membre du Comité international olympique, merci de nous avoir reçus et de nous avoir accordé cette interview. De rien. L'actualité de la mode à présent avec ce soir le directeur artistique de la marque Christian Dior, Raf Simons, qui annonce qu'il quitte la marque et ce quelques jours après avoir organisé un défilé pour la Fashion Week à Paris, défilé au sein duquel figurait une jeune mannequin israélienne originaire de Russie dont le conte de fées vous avait été raconté. Léa Volbert et Sandy Fortis l'ont suivi à Paris.
Paris, musée du Louvre, la maison Dior va présenter sa collection printemps-été de prêt-à-porter. Forcément, il y a du monde, du beau monde, designers, people, paparazzi, pour assister à l'événement. En backstage, c'est l'ébullition. Tout s'accélère. Ça y est, ça commence. Quand on a l'œil professionnel, on voit à quel point elle est spéciale. Je l'ai vue immédiatement et Raf Simons l'a vue aussi quand il l'a rencontrée à la boutique. Il a flashé sur elle. Elle, c'est Sofia Mehetner, la jeune Israélienne qui, pour la première fois, ouvre le défilé Dior prêt-à-porter de la Fashion Week de Paris. Vous en avez forcément entendu parler, elle avait ouvert le défilé haute couture de la maison en juillet dernier. Son histoire ressemble un peu à celle de Cendrillon. Découverte il y a quelques mois par Raf Simons, le directeur artistique de Dior, elle est passée de jeune fille qui aidait sa mère à faire des ménages pour boucler les fins de mois à top modèle phare de la maison Dior. On pourrait croire que depuis, sa vie a changé, et pourtant. Rien n'a changé, on a juste déménagé. On vit dans un autre appartement, mais on est resté dans le même quartier. J'ai les mêmes relations avec ceux qui m'entourent, je me comporte de la même façon qu'avant, je vais dans la même école, comme avant. Originaire de Holon, une ville proche de Tel Aviv, Sofia vit avec sa mère et ses frères et sœurs. À peine 14 ans, elle pénètre dans un univers à milieu de tout ce qu'elle connaît. Son jeune âge a d'ailleurs fait polémique. Sa présence sur les podiums a relancé le débat de l'âge minimum des mannequins. Mais pour elle, comme pour ceux qui l'entourent, son jeune âge n'est pas un problème. Je suis avec elle tout le temps. Et puis Dior s'occupe très bien d'elle. Il la traite comme une princesse. Les défilés tombent en général pendant mes vacances scolaires. Le premier s'est déroulé pendant les grandes vacances, celui-ci aussi, et le prochain se déroulera pendant les vacances de décembre. Et puis si je dois manquer quelques jours, ce n'est pas très grave puisque je rattrape mon retard. Sofia passe donc ses vacances à vivre un rêve qu'elle compte bien continuer à vivre pendant de longues années, même s'il est encore un peu tôt pour elle pour penser à l'avenir. Pour l'instant, j'aimerais continuer dans le mannequinat et puis peut-être qu'un jour, j'ouvrirai ma propre agence de mannequins. Sofia semble en tout cas bien partie. En à peine quelques mois, la jeune Israélienne a déjà séduit toute la maison Dior. Il faut qu'elle continue de grandir, mais l'image est formidable et vous savez, vous avez en Israël beaucoup de femmes élégantes et qui donnent ce ton de modernité qu'on retrouve d'ailleurs à Tel Aviv, cet esprit de mode que l'on retrouve en allant à Tel Aviv, dans des restaurants. C'est assez frappant. Un esprit que l'on retrouvera désormais grâce à Sofia, 4 fois par an, sur les podiums de Dior. Voilà donc, reportage signé Léa Volbert et Sandy Fortis. Vous avez rendez-vous avec un nouveau journal complet dans un instant, présenté par Éléonore Veil. Bonne soirée.